Bonjour à tous, monsieur le rapporteur général. Donc, nous sommes dans le cadre des auditions de la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Nous avons eu ces dernières semaines un premier cycle introductif d'audition pour explorer les différentes facettes d'un sujet qui est large, complexe et qui prête à différentes controverses. Et nous sommes désormais dans un cycle spécifiquement consacré à la question du cannabis thérapeutique ou du chanvre à vocation médicale. Je laisserai nos intervenants du jour nous donner la meilleure terminologie, celle qui leur paraît appropriée. Et donc nous avons cette série d'auditions spécifiques sur la question du cannabis thérapeutique qui, je vous le rappelle, est suivie bien sûr par le rapporteur général, mais aussi par une rapporteure thématique qui est Madame Fontaine-Domézel et qui va probablement nous rejoindre. Donc nous commençons ces auditions pour quelques semaines avec l'interruption de travaux pendant les 2 semaines de la campagne des élections municipales et qui reprendront au mois d'avril. Juste avant que nous commencions la première audition, je vous rappelle qu'il est prévu des déplacements, et notamment un premier déplacement au Salon de l'Agriculture mardi prochain dans la matinée, et que nous vous adresserons le programme de cette matinée qui est en train d'être élaboré. Nous vous l'adresserons probablement en fin de semaine pour que vous puissiez vous organiser si vous voulez être présent avec nous mardi matin. Alors, dans cette première série d'auditions sur le cannabis thérapeutique, nous recevons cet après-midi le professeur Jean-Pierre Gouillet et le professeur Jean Costantin. Bonjour professeur. Vous êtes membre de l'Académie de médecine et de l'Académie nationale de pharmacie. Vous êtes connu pour un certain nombre de prises de position sur la question du cannabis thérapeutique. Sur lesquels vous avez rédigé des communiqués sur la base de rapports et des positions officielles jugées comme restrictives au regard du débat public en tout cas, et on va vous laisser en dire un mot, sur lesquels nous aimerions vous entendre pour un propos liminaire, et puis ensuite avec nos collègues ici présents procéder à un échange de vues et de questions et de réponses. Voilà. Monsieur le rapporteur général, est-ce que vous voulez ajouter un mot? Bien, alors, professeur, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, bonjour, merci. Bonjour, mesdames et messieurs les députés. Merci de bien vouloir donc accueillir l'Académie de médecine dans le cadre de cette audition consacrée au cannabis thérapeutique. Donc, j'ajoute que nous avons été mandatés, donc je suis désolé, je vous prie de bien vouloir excuser le professeur Michel Hamon qui est souffrant, malheureusement. Et nous avons été mandatés donc par l'Académie de médecine pour effectivement la représenter, en particulier sa commission santé mentale, neurosciences, addiction, qui est présidée par le professeur Jean Jacauve, dont le secrétaire est le professeur Jean-Marc Léger. Moi-même étant président de la sous-commission addiction, dont le secrétaire est le professeur Michel Hamon. Nous avons préparé donc ce diaporama avec le professeur Costantin et le professeur Hamon. Donc ce contexte, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est la constitution de la mission parlementaire qui est intervenue le 14 janvier dernier, qui vise à examiner donc la réglementation et l'impact de l'usage du cannabis. Et le premier volet est celui qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le cannabis thérapeutique, expérimentation dans 5 pathologies entre 2020 et 2022, les autres thèmes devant être abordés ultérieurement. Alors, dans le cadre de cette expérimentation du cannabis thérapeutique, donc le comité scientifique spécialisé temporaire a été validé par la NSM dans 5 pathologies, que je rappelle: les douleurs réfractaires aux thérapies accessibles, médicamenteuses ou non, certaines formes d'épilepsie sévères et pharmacorésistantes, des soins de support en oncologie, des situations palliatives, et enfin la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques. Alors, quelles indications médicales et quelles données internationales? Donc, le problème majeur qui se pose aujourd'hui au plan international, c'est la rareté et la pauvreté des études médicales qui existent à ce jour. Alors, il y a deux études qui constituent des méta-analyses dans les publications scientifiques. Celle de 2015 du JAMA, Journal of American Medical Association,
qui a été publié en 2015, mené par 13 médecins dans 5 pays qui ont examiné plus de 500 articles et qui ont conclu à 5 niveaux de preuve, soit qu'on avait une preuve concluante quant à un effet, soit une preuve solide, soit une preuve modérée, soit une preuve limitée, voire une preuve nulle. Enfin, le rapport de l'Académie des sciences qui est paru 2 années plus tard, en 2017, où 16 spécialistes américains ont étudié non pas l'ensemble des articles, mais 10 000 résumés. Alors il faut bien savoir qu'ont été étudiés des produits purs, et là c'est ce qui différencie un peu le travail en cours sur le cannabis dit thérapeutique où on a un usage d'un végétal. Là, ces analyses font appel à l'évaluation qui ont été réalisées sur des produits purs, des produits parfaitement chimiquement définis. À savoir aussi bien dans le JAMA que dans le rapport de l'Académie des sciences. Vous voyez ici que dans la douleur chronique, la spasticité, les nausées, vomissements, la cachexie, le syndrome Gilles de la Tourette, le JAMA aboutit à des preuves d'effets modérés pour les 2 premiers cas, limitées dans les 3 derniers. Quant à l'Académie des sciences, elle conclut dans la douleur chronique un effet qui est concluant ou solide, un effet concluant ou solide dans la spasticité, la sclérose en plaques pour les patients, mais par contre pas pour les médecins, et puis également un effet concluant ou solide pour les nausées, les vomissements de la chimiothérapie. Donc voilà les données de la littérature à l'heure actuelle par rapport à ces 2 méta-études qui sont importantes. Alors il faut savoir que depuis, il y a une donnée récente qui semble tout à fait pertinente, qui est l'intérêt du cannabidiol dans les formes rares d'épilepsie, c'est-à-dire l'emploi du cannabis en thérapeutique adjuvante, je précise bien, dans une forme rare d'épilepsie, le syndrome de Lennox-Gastaut en particulier. Le premier véritable essai a été réalisé avec placebo en double aveugle sur 171 patients dans différents pays. Et il a été montré une efficacité certaine chez un bon pourcentage de patients avec une diminution très importante des crises épileptiques, toutefois au prix d'effets secondaires. Donc à l'heure actuelle, l'efficacité et l'innocuité à long terme du cannabidiol sont en cours d'évaluation puisque l'étude, pour l'instant, n'a fait l'objet d'une publication qu'avec un recul de 6 mois. Donc voilà, c'est une publication importante qui est parue dans le Lancet en 2018. Alors par contre, c'est vrai que le Centre d'addictovigilance de Paris a publié en 2019 un document sur les effets indésirables du cannabidiol. Il faut faire attention, malgré tout, il peut y avoir des effets indésirables qui sont rappelés ici sur cette diapositive. Pas d'effets psychoactifs majeurs, mais possibilité de sédation et somnolence, possibilité de fatigue, possibilité de troubles digestifs à type de diarrhée, vomissement, nausée, de modification de l'appétit, de fièvre, d'atteinte hépatique qui va être potentialisée par certains médicaments utilisés comme anticonvulsivants, d'ataxie de convulsion, de troubles de comportement, dépression et risques suicidaires. Donc voilà, ça fait partie des effets secondaires qui sont listés aujourd'hui dans la littérature internationale. Alors, quelles indications médicales du cannabis et quelles données pharmacologiques? Donc il faut savoir que la cible de tous les cannabinoïdes en général est constituée par ce qu'on appelle les récepteurs CB1. Bon, ils sont les plus nombreux, il y en a un peu partout dans le cerveau et ils affectent de très nombreuses fonctions. Donc noyant celles qu'on voudrait solliciter de façon spécifique, c'est la difficulté à laquelle on se heurte avec beaucoup de cannabinoïdes, dans le tapage de nombreux autres. Dans les indications médicales revendiquées, on dispose de vrais médicaments qui ont une spécificité d'action pour les indications qui ont été évoquées précédemment. Une intensité d'action au moins égale et plus souvent bien supérieure donc à celle des cannabinoïdes. Alors, par ailleurs, les médicaments qui ont une action bien supérieure à celle des cannabinoïdes ont une pharmacocinétique sans accumulation dans l'organisme, avec une très longue durée d'action, n'induisant pas d'interaction médicamenteuse et qui ne sont pas toxicomanogènes, excepté les antalgiques opioïdes comme la morphine, évidemment, qui est aussi toxicomanogène, et n'accumulant pas de multiples effets indésirables. Alors, pour les douleurs réfractaires aux thérapies accessibles, voilà un tableau qui résume un peu la situation. Pour l'analgésie, on a un produit très actif, un médicament très actif qui est la morphine,
qui a une action intense sur l'analgésie, alors que le THC n'a qu'une action beaucoup plus limitée, avec un délai d'action qui est immédiat, alors que le THC il va être limité, et l'indication va être assez générale, alors qu'elle sera limitée dans l'usage du THC. Au travers d'endorphines, enfin je vais passer sur les détails pratiques, mais avec possibilité de dépression respiratoire, c'est vrai pour la morphine qu'on n'a pas avec le THC. Par contre, des effets toxicomanogènes et addictogènes, à la fois pour la morphine et pour le THC. Alors, les données récentes en ce qui concerne le THC et les douleurs, donc, il apparaît que le cannabis ne soulage pas la douleur chronique non cancéreuse. Non cancéreuse, je précise bien, puisqu'il y a ce papier de 2018 qui montre que ce n'est pas actif. Quant aux douleurs neuropathiques dans la sclérose en plaques, il y a aussi, on dispose de documents assez récents, dont ce papier de 2019, qui montre qu'on attendait beaucoup du cannabis dans les douleurs neuropathiques de la sclérose en plaques, mais en fait, on a des résultats qui sont extrêmement décevants. Pour ce qui est des effets secondaires du THC et de la douleur, bien, il y a une très belle revue de la littérature par le professeur Marie-Odile Krebs, qui est psychiatre à Paris, qui montre que le traitement avec des cannabinoïdes peut conduire à des troubles psychiatriques sévères. Alors, pour nous, on s'est déjà exprimé sur ce sujet, un certain nombre d'entre nous sont déjà exprimés sur ce sujet. Le terme de cannabis thérapeutique, pour nous, c'est un peu un abus de langage, parce qu'on a des substances qui sont extraites des plantes et qui fournissent des principes actifs dans de très nombreux médicaments, comme la morphine extraite du pavot ou le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol. Mais pour autant, on ne parle pas d'opium thérapeutique, on parle de morphine ou de codéine, c'est-à-dire des principes actifs de la plante. Donc cela vaut pour nous, pour le cannabis thérapeutique, avec son THC et son cannabidiol. Donc ce qu'on appelle à tort cannabis thérapeutique, c'est un mélange végétal, c'est un peu ce qui nous gêne, qui est composé de 200 principes actifs différents, dont effectivement les plus fréquents ou les plus intéressants sont le THC et le cannabidiol, variables en quantité et en proportion, en fonction des modalités de culture, de récolte, de conservation. Tout ça varie beaucoup, n'étant ni dosé ni contrôlé, et donc ça n'apporte pas les garanties qui définissent réellement un médicament. Alors la thérapeutique répugne d'une manière générale aux mélanges végétaux qui associent en proportion non définie ces principes actifs que j'évoquais précédemment, les effets pouvant se potentialiser ou s'annihiler d'ailleurs. Donc pour nous, un médicament doit développer un effet principal, éventuellement un ou deux effets latéraux-secondaires, on appelle ça, mais pas davantage. Donc sollicitant l'analgésie, on déplorera que les autres effets indésirables du THC, donc ivresse, appétit accru, sédation, troubles de la coordination, hallucination et surtout dépendance, qui rend son utilisation indispensable pour échapper aux troubles de privation. Donc, en ce qui concerne les soins de support en oncologie aussi, non seulement dans la douleur, comme je viens de le montrer, mais aussi pour contrer les vomissements des chimiothérapies, on a des molécules beaucoup plus actives qu'on appelle les cétrons et qui sont beaucoup plus efficaces que le THC. Alors par ailleurs, le cannabis dit thérapeutique présente un risque d'addiction, puisque les effets, on rappelle que les effets pharmacologiques modestes de la plante, mais aussi ses principaux méfaits, au premier rang desquels on trouve le risque d'addiction, avaient conduit à son retrait de la pharmacopée en 1953. Alors, de plus, aujourd'hui, il faut savoir qu'avec l'augmentation considérable des teneurs en THC des cannabis cultivés, ce risque d'addiction s'est vraiment notablement accru. Alors, on souhaitait revenir aussi sur la notion de médicament et sur le statut de médicament qui dépend d'un processus rigoureux de contrôle, d'analyse des risques et de validation des indications médicales à la suite d'essais cliniques contrôlés. C'est-à-dire lorsqu'on va tester un nouveau médicament, pour qu'il puisse obtenir ce statut de médicament et bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, eh bien, il faut conduire des essais dans des cohortes de patients définis par rapport à des pathologies définies, de préférence en double aveugle avec un placebo pour s'assurer qu'on a bien un effet qui va au-delà de l'effet placebo, qui est estimé à 30%. Donc ce processus finalement rigoureux qui est la règle habituelle pour l'obtention ou le refus d'une AMM, donc ce qui
qui a pour corollaire de dire que toute appellation médicale ou thérapeutique appliquée à un produit qui n'a pas suivi ce long processus est à la fois abusif et illicite. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a 4 médicaments issus de cannabis de synthèse et d'un extrait pur de cannabis, en l'occurrence le cannabidiol, qui ont subi ce processus rigoureux, réservé à la qualification des médicaments, et qui sont autorisés. Il y en a quand même aujourd'hui sur le marché. Ils sont réservés à des situations cliniques spécifiques, celles de l'autorisation de mise sur le marché initiale, et ils sont encadrés par des conditions rigoureuses de prescription. Alors c'est d'abord le tétrahydrocannabinol, le THC, obtenu par synthèse, commercialisé sous le nom de Marinol, et qui est un dérivé synthétique de ce THC, et puis également un dérivé synthétique de ce THC, qui peuvent être prescrits pour traiter les nausées et les vomissements dus à une chimiothérapie anticancéreuse et pour stimuler l'appétit. Donc ils sont soumis au régime d'une autorisation temporaire d'utilisation, et à l'heure actuelle, leur prescription est très réduite puisqu'elle se limite à quelques centaines par an pour le territoire national, ce qui est très peu. Par ailleurs, il y a le cannabidiol, l'Epidiolex, qui est autorisé en France depuis le mois de décembre dernier, donc c'est tout récent, dans le cadre d'une ATU pour la prise en charge de certaines formes d'épilepsie, donc dans le syndrome de Lennox-Gastaut, comme je le disais tout à l'heure, et le syndrome de Dravet, chez des patients âgés de 2 ans et plus, mais c'est en association avec d'autres traitements, c'est-à-dire on a un traitement antiépileptique de base, et puis on a également un adjuvant à une benzodiazépine qui est clobazam, dans le traitement des convulsions insuffisamment contrôlées par les traitements actuels. Et là, effectivement, on l'a montré tout à l'heure, il y a un certain nombre de résultats intéressants dans le cadre d'une étude qui a été menée en double aveugle dans plusieurs pays. Enfin, dernier médicament commercialisé, c'est l'association qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché. C'était au départ une autorisation de mise sur le marché européenne. L'association à la fois de THC et de cannabidiol dans le Sativex sous forme d'aérosol pour pulvérisation buccale. Donc pour le traitement symptomatique d'appoint des manifestations de la spasticité liée à une sclérose en plaques chez des patients insuffisamment soulagés par les traitements antispastiques de référence. Le service médical rendu du Sativex a été jugé insignifiant par l'Agence nationale de sécurité du médicament, d'un prix excessif. À l'heure actuelle, son taux de remboursement a été fixé à 15%. Donc effectivement, il n'est pas prescrit. Et faute d'accord sur le prix, il n'est toujours pas commercialisé en France, puisque le laboratoire refuse de sa mise à disposition sur le territoire national. Alors, les critères de prescription médicale de cannabis aux États-Unis en 2020, ça c'est tiré d'un document qui est paru la semaine dernière dans le Journal of American Medical Association. Les preuves médicales, quelle que soit la pathologie, suggèrent pour ce qu'on appelle cannabis médical, premièrement que ce n'est pas un traitement de première intention, deuxièmement que ce n'est pas un traitement de seconde intention, troisièmement qu'il est raisonnable de le prescrire. Il est raisonnable de le prescrire si aucun traitement n'a donné de résultat satisfaisant. Bien sûr, ça nécessite d'informer le patient sur le potentiel, le bénéfice potentiel obtenu par la prescription de cannabis médical, mais aussi les risques engendrés. Mais in fine, c'est le médecin qui prend en charge la pathologie d'un patient et non le médecin qui fournit une ordonnance à un patient qui demande du cannabis. Alors, il faut savoir quand même que l'industrie pharmaceutique mondiale a investi des sommes tout à fait considérables parce qu'on recherchait, on sait, dans les cannabinoïdes qu'il peut y avoir des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires intéressantes. Et donc, de très nombreux laboratoires ont investi des sommes considérables et ont synthétisé plus d'une centaine de cannabinoïdes. Malheureusement, tous les essais cliniques qui ont été réalisés après la synthèse de ces cannabinoïdes ont montré des rapports bénéfices-risques défavorables, ne permettaient pas leur qualification en tant que médicament, à l'exception de l'anabilone que j'évoquais précédemment. Donc ces cannabinoïdes, d'ailleurs de synthèse, et d'autres, aujourd'hui il y en a plus de 200, qui font l'objet d'une surveillance par l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie. Ils sont disponibles malheureusement sur le marché des drogues illicites, étant détournés aujourd'hui à des fins exclusivement toxicomaniaques. Alors le projet du comité scientifique spécialisé temporaire validé par la NSEP, de mise à disposition d'adaptation posologique,
à la fois par des médicaments à base de fleurs séchées de cannabis et des extraits à spectre complet, par des formes à effet immédiat et effet prolongé, effet immédiat sublingual et inhalé, effet prolongé des formes orales, solution buvable et capsule d'huile, avec 5 ratios, THC sur CBD 1,1, 1,20, 1,50, 5,20 et 20,1, avec titration par le médecin jusqu'à obtention de la dose minimale efficace ou d'effets indésirables tolérables par le patient. Alors, il faut quand même savoir qu'avant de proposer, de notre point de vue, avant de proposer des ratios de THC et de cannabidiol, il serait souhaitable de connaître les concentrations ciblées pour ces deux molécules. On n'a aucune concentration, aucune teneur proposée pour les concentrations dans les rapports qui sont indiqués précédemment. Et comme c'est la règle pour tout médicament à évaluer, nous pensons qu'une étude clinique en double aveugle avec placebo pour chacune des 5 indications qui sont proposées s'impose. Ce projet, bâti avec une procédure dérogatoire d'exception, pour nous ne présente pas les garanties scientifiques minimales d'évaluation habituellement exigibles pour l'évaluation d'un médicament. Alors, il faut signaler en plus que l'effet secondaire majeur que j'évoquais déjà, c'est celui de l'addiction, puisqu'on sait que le cannabis végétal, que ce soit l'herbe ou ses extraits contenant du THC, sont addictifs. À ce titre, il est bon de rappeler les données de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, très récentes puisqu'elles datent de fin 2019, en l'occurrence l'étude en classe 2018, qui montre que malheureusement, on a un usage très précoce du cannabis en France, on est les champions européens, je ne vous apprends rien, avec une consommation qui commence en classe de 5e à 12 ans, vous voyez, et en terminale, 42% des élèves ont expérimenté, et puis vous avez presque 8% des élèves qui en font un usage régulier 10 fois par mois. Alors c'est vrai aussi, et ça c'est un signal intéressant et encourageant, il y a une consommation en baisse au collège et au lycée, comme ça a été montré par l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. L'expérimentation qui était à près de 10% en 2014 est tombée à 7% en 2018. C'est la même chose dans l'enquête Escapade à 17 ans de la journée d'appel de préparation à la défense, qui montre que l'expérimentation est passée de 48% à 39%, que l'usage régulier est passé de 9% à 7%. Mais malheureusement, on a un usage problématique qui est mesuré par le Cannabis Abuse Screening Test, qui est en hausse, puisqu'on avait 18% des utilisateurs de 17 ans qui avaient un usage problématique ou une dépendance. Ils étaient 22% en 2014 et ils sont 25% en 2017. Donc une forte croissance de l'usage problématique. Et au total, c'est l'Observatoire français drogue et toxicomanie qui le dit, c'est 7,4% des jeunes de 17 ans qui connaissent une consommation problématique selon l'Observatoire. Alors, toujours pour terminer juste sur les soins d'addictologie, donc la dépendance s'est clairement accrue, avec un usage problématique ou dépendance, comme on l'a dit, qui concernait 25% des utilisateurs de 17 ans, 7% de tous les sujets âgés de 17 ans et 3% de l'ensemble de la population 18-64 ans, c'est-à-dire plus d'1 million de personnes, avec des demandes de soins en forte augmentation au niveau des centres de prévention d'addictologie, augmentation de 55% des patients au cours des dernières années. Les consultations jeunes consommateurs ont réceptionné ou pris en charge 24 000 jeunes. Et puis, croissance très forte des hospitalisations liées au cannabis, 60% en 4 ans. Donc il faut être vigilant quant aux problèmes addictifs de la drogue. Alors, les cannabis thérapeutiques, les autres effets indésirables connus aujourd'hui, alors j'en ai listé quelques-uns, mais ils ne sont pas exhaustifs. Peut-être que le professeur Costantin aura des éléments à ajouter par rapport à ceux que nous avons listés sur cette diapositive. On serait contenté de lister les principaux d'entre eux. Des troubles des accidents cardiovasculaires à type d'infarctus, des atteintes vasculaires cérébrales, des pancréatites, des syndromes d'hyperémèse cannabinoïde, et puis aussi, ne pas oublier les principaux effets psychiques, troubles des émotions avec anxiété, dépression, suicide, et puis les troubles psychotiques avec psychose, schizophrénie. Enfin, les effets épigénétiques, qui sont des effets indésirables connus aujourd'hui, qui sont connus depuis peu de temps, à vrai dire,
c'est la transmission à la descendance d'une appétence particulière pour toutes les drogues, d'une vulnérabilité aux drogues, à toutes les drogues, s'exprimant dès l'adolescence. Lorsque les parents ont consommé du cannabis, eh bien, on va avoir des effets négatifs qui vont s'exprimer dès l'adolescence chez l'enfant qui naîtra de ses parents, sur la cognition, des perturbations de la maturation cérébrale, l'acquisition d'une vulnérabilité à différentes fonctions, à différentes infections psychiatriques, des perturbations des défenses immunitaires également. Enfin, des effets délétères sur le développement cérébral après exposition au THC pendant la gestation ont également été établis. Voilà, mesdames, messieurs les députés, très rapidement, ce qu'on pouvait dire par rapport à ce cannabis thérapeutique et dans le cadre de cette audition pour laquelle vous avez bien voulu nous entendre et nous vous en remercions. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cet effort de synthèse et ce document très complet que vous nous avez remis. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions et d'interventions de nos collègues. J'en aurai probablement moi-même, mais comme il y a plusieurs demandes de questions, je vais céder la parole d'abord au rapporteur général, à madame la rapporteure thématique, qui j'imagine a des questions, et puis à l'ensemble de nos collègues juste après. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, un exposé assez complet. J'aurai principalement deux questions dans un premier temps, et puis après je laisserai Madame Fontaine de Mézel poser les questions plus spécifiques sur, puisque c'est la rapporteure thématique sur le cannabis thérapeutique. Vous dites en préambule et au début de votre exposé que peu d'études permettent de tirer des conclusions sur l'efficacité ou pas du cannabis à vocation thérapeutique, et dans le même temps, vous permettez de dire que les médicaments existants sont déjà plus efficaces. En vertu de quelles études et en fonction de quelles évaluations vous pouvez dire que les médicaments existants sont plus efficaces, puisque vous dites vous-même qu'il y a peu d'études sur l'efficacité réelle du cannabis thérapeutique. On a bien compris que vous étiez un peu opposé, même complètement opposé à l'appellation thérapeutique sur le cannabis, et que globalement, voilà, votre exposé montre que vous êtes globalement assez peu enclin on va dire, à évaluer positivement l'essai de la NSM. Cependant, j'ai bien entendu l'ensemble des effets secondaires et des dangers effectivement que recourt le cannabis, qui est une drogue, hein, on le sait tous. Mais combien de morts ont fait aux États-Unis les opioïdes, notamment, quels effets secondaires ont les opioïdes et les dérivés morphiniques? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes pas addictifs? Donc, en vertu de ça, en quoi on s'opposerait au cannabis alors que ces opioïdes et les dérivés morphiniques ont exactement à la fois les mêmes effets secondaires et les mêmes inconvénients que peuvent les avoir les cannabinoïdes? Et puis, il y a un certain nombre d'études qui prouvent aussi à la non-toxicité, notamment du CBD. Je pense à des études notamment que vous avez pas forcément citées, qui sont celles du docteur Raphaël Mechoulam, voilà, qui traduisent aussi la non-toxicité du CBD sur les chiens et les chats. Cette étude, elle date de 2018. Et puis, il y a une autre étude aussi sur le cannabigérol, qui est précurseur de toutes les autres et qu'on utilise notamment pour les maladies neurologiques, et qui est aussi du professeur Mechoulam, qui traduit à l'efficacité sur ces maladies neurologiques. Oui, très bien. Je voudrais répondre déjà à votre première interrogation concernant le cannabis. Donc, effectivement, pour vous dire que le cannabis, il y a des études qui avaient été menées, je les ai citées, et qui concernaient des produits purs. Et par rapport à ces produits purs, on disposait, c'est ça que je voulais dire, de molécules qui étaient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus actives. Alors certes, vous évoquez le problème des opioïdes aux États-Unis. Ce problème aujourd'hui ne se pose pas du tout en France. On a 300 morts par an par opioïdes en France. Il y en avait 70 000 en 2016 aux USA. Donc on n'a pas du tout ce problème-là, c'est clair, parce qu'il y a une prescription raisonnée et raisonnable des opioïdes en France qui vise à prendre en charge correctement la douleur. Donc ce que je comparais, c'était bien les études qui avaient été menées sur l'intérêt dans la douleur de molécules pures provenant du cannabis, et pas du tout du cannabis médical. Notre problème, c'est par rapport au cannabis dit médical. C'est très bien l'expérimentation qui est en route, si j'ose dire, entre 2020 et 2022. On aurait souhaité que ça soit soumis aux mêmes règles que les médicaments habituels. Dans les indications,
avec une étude en double aveugle, en placebo, sur chaque indication. Voilà, donc, S'agissant de la crise des opioïdes à laquelle vous faites allusion, en fait, elle est issue d'une escalade. Les Américains ont commencé par le cannabis, et puis ensuite, ils sont devenus plus exigeants en matière, effectivement, d'apaisement des douleurs aiguës. On est passé trop vite aux opioïdes, et on est arrivé maintenant aux opiacés les plus délétères, fentanyl, les anylino-piperidines. Donc, en fait, tout cela est le reflet d'une escalade. Et le terme escalade, qui était très contesté autrefois, ne peut plus l'être désormais. Qui plus est, on connaît les substrata neurobiologiques qui sont ceux de l'escalade. On commence par une drogue. Caractéristique de toute drogue, c'est de donner lieu à une tolérance. On est donc amené à augmenter la fréquence des administrations et les doses administrées. Puis quand on n'a plus ce que l'on en attend, on passe à la drogue du dessus et ça se termine qui à l'héroïne, qui au moins à la morphine et en particulier maintenant au fentanyl aux États-Unis. Alors, que répondez-vous au professeur Axel Kahn et aux membres du comité éthique et cancer qui considèrent qu'il n'y a aucun effet néfaste avéré assez sérieux pour s'opposer à la consommation de cannabis par des personnes adultes atteintes d'une maladie grave potentiellement mortelle et qui déclarent en tirer bénéfice? Que je sache, le professeur Axel Kahn est un généticien. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il ait encore parfaitement intégré les aspects épigénétiques qui sont un élément extrêmement important dans le débat qui nous réunit aujourd'hui. On sait en effet que qui consomme du cannabis, non seulement va en éprouver des effets aigus, mais derrière ces effets aigus, il va y avoir des phénomènes durables, un tagage en quelque sorte des chromosomes. Certes, le plan génétique n'est pas modifié, mais la capacité d'exprimer celui-ci, c'est cela l'épigénétique, va pouvoir permettre donc d'exprimer des caractères à un niveau qui, normalement, ne se serait jamais exprimé. Il était question des effets sur la consommation de drogue. On sait désormais que le fait qu'une femme qui était enceinte ait consommé du cannabis, mais pire encore, le fait que des parents aient consommé du cannabis et cessé d'en consommer, puis se soit reproduit, l'enfant à l'adolescence, parce qu'il a une sous-expression des récepteurs de la dopamine de type D2 au niveau d'une structure cérébrale que l'on appelle le noyau accumbens. Ces individus à l'adolescence ne perçoivent plus le plaisir avec la même intensité que chacun de nous. Et dès qu'ils vont rencontrer une drogue, n'importe quelle drogue, car c'est là leur signature neurobiologique d'intensifier la transmission dopaminergique, vont découvrir cela sur un mode absolument exceptionnel. Et ayant vécu cela... Vous vous référez à quelle étude là-dessus? Vous vous référez à quelle étude là-dessus? Pardon? Vous vous référez à quelle étude là-dessus? Alors, à l'ensemble des travaux qui sont de Yasmin Heard au Mount Sinai Institute of Addictology de New York. Ces travaux, d'ailleurs, ont été repris par un certain nombre d'autres équipes à travers le monde. Et ça l'est non seulement un constat qualitatif, mais l'intimité des mécanismes qui sous-tendent cela est maintenant bien précisée. L'épigénétique, c'est le domaine où s'expriment des protéines qui sont associées dans les chromosomes, qui sont associées à l'ADN. Eh bien, sous l'influence du cannabis en particulier, les phénomènes de méthylation de ces histones va modifier la conformation de la chromatine, qui va être décondensée ou supercondensée, euchromatine ou hétérochromatine, permettant une lecture soit facilitée, soit plus difficile de la lecture du gène, donc diminuant la protéine correspondante. Je tiens à votre disposition, il me fera un plaisir de vous l'adresser, deux revues que je viens d'écrire sur ce sujet à partir de la littérature internationale. Mais effectivement, je suis surpris que ces données-là restent très cantonnées au domaine du monde scientifique et n'aient pas diffusé encore à celui des décideurs qui vont devoir prendre ça considérablement en considération pour, d'une main moins tremblante, prendre des décisions à cet égard.
Juste une dernière, parce que vous parlez de la théorie de l'escalade. Je voudrais savoir quelles études prouvent que cette théorie est réelle, puisqu'on a entendu aussi de nombreuses études qui prouvent l'inverse et qui ont montré que, notamment, l'utilisation du cannabis diminue le problème de dépendance aux opioïdes. Ces études américaines, notamment. Ceux qui étaient contre la théorie de l'escalade sont tombés d'accord maintenant sur celle de polytoxicomanie. Et je vais vous dire que c'est encore pire. Parce que vous avez fait de l'escalade, quand vous lâchez une prise, c'est parce que vous en avez attrapé une autre. Tandis que dans la polytoxicomanie, on ne lâche rien et on va ajouter de nouvelles drogues à celles que l'on utilisait déjà. La polytoxicomanie est devenue un phénomène absolument évident. Demandez un sujet. Autrefois, l'alcoolisme pouvait être un phénomène parfaitement isolé, encore qu'on y ajoutait toujours le tabac et le café. C'était le trio caractéristique. Tabac, café, alcool. Désormais, l'alcool reste très présent, mais on y a ajouté le cannabis, on y a ajouté l'ecstasy, on y a ajouté le Subutex, dont il y aurait énormément à dire, car c'est un véritable scandale sanitaire sur lequel on ferme complètement les yeux. C'est 150 000 prescriptions de buprenorphine qui sont détournées de leur usage, soit pour que les sujets se l'injectent, alors que la molécule a été commercialisée justement pour faire cesser l'héroïnomane avec son comportement injecteur, mais bien pire, ceux qui se voient prescrire de la buprenorphine à haut dosage, du Subutex, eh bien, vont alors le revendre et donc recruter de nouveaux sujets adeptes des morphiniques et qui vont donc enrichir le lot des héroïnomanes, 300 000 dans notre pays actuellement. Ça, c'est aussi un vrai sujet sur lequel il faudra qu'une commission parlementaire enfin se porte attention. On est déjà là pour ça. Déjà pour le cannabis. On est un petit peu en retard, donc je vais me permettre d'accélérer un peu le rythme des questions en donnant la parole à Madame Fontaine-Domézel pour que nos collègues puissent aussi poser leurs questions et que vous puissiez avoir largement le temps de nous répondre. Merci Monsieur le Président. Je vais essayer de faire vite. Donc je suis rapporteur thématique thérapeutique. Je centrerai donc mes questions là-dessus. Alors moi je m'étonne. Je m'étonne parce qu'aujourd'hui, on est en 2020, on lance une expérimentation par la NSM. Et si vous saviez le nombre de patients qui nous contactent en nous disant « nous ne sommes pas soulagés et on va à l'étranger pour chercher des médicaments qui nous soulagent ». Ça, c'est la réalité. Si on parle du thérapeutique, c'est bien de parler de molécules, c'est bien de parler de médecins, c'est bien de parler de chimie. Et moi, je vous parle des patients. Voilà, donc j'essaie de me recentrer sur cette problématique des patients qui ne sont pas soulagés. Donc avant même que cette expérimentation sorte, on a déjà cette problématique des patients qui ne sont pas soulagés. Il y a quand même eu des scientifiques en France et à l'étranger qui ont pu prouver l'efficacité de ce cannabis. D'ailleurs, d'autres pays étrangers ont déjà légiféré sur ce sujet. On a la NSM. La NSM, c'est pas un petit club quand même. Hein. C'est la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui s'empare du sujet, qui dit on va monter une expérimentation et effectivement, on ne va pas faire un essai thérapeutique. Et vous dites, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'essai thérapeutique. Non, il part du principe qu'il y a des formes qui sont efficaces, donc on va les utiliser et on va voir toute la filière comment ça se passe pour ces patients. Donc déjà, je voudrais savoir comment vous vous positionnez par rapport à cette expérimentation qui est menée par la NSM. J'ai tout un tas de questions. Je vous suggère, si je ne veux pas les oublier, de les noter. Je vais déjà essayer de répondre brièvement. Sur le principe, c'est pas choquant. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que là, c'est pas soumis aux règles habituelles du médicament. Que des gens souffrent et qu'on tente, dans le cadre de leur souffrance, d'évaluer le bénéfice d'un produit, tout à fait d'accord, mais il faut le faire de manière sérieuse, en double aveugle, avec placebo, comme ça se fait dans toutes les expérimentations pour les nouveaux médicaments. Là, vous parlez d'essais thérapeutiques. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça la difficulté. Moi, j'ai une question aussi. C'est alors, si on enlève le côté de la NSM, c'est est-ce qu'on peut remettre en question les patients qui vont à l'étranger, qui trouvent un soulagement à aller chercher des produits à l'étranger
Et non, mais justement, il faut se donner les moyens de faire une évaluation scientifique sérieuse, qui n'existe pas aujourd'hui en littérature par rapport au cannabis dit médical. Les expérimentations existent par rapport à un produit pur, par rapport au produit pur, si vous voulez. Mais par rapport au cannabis végétal tel que c'est envisagé dans l'expérimentation qui est en cours, on ne dispose d'aucune étude sur les effets dans le monde. Une formule qui est végétal varie, bien fou qui s'y fie. Comment peut-on, vous connaissez le Château Latour, ce merveilleux produit du Bordelais, chaque année est un produit différent, avec un prix différent d'ailleurs. Voilà pourtant un même végétal, un même pied de vigne, planté dans le même sol, qui, d'une année sur l'autre, donne des produits éminemment différents. Eh bien, c'est cela le végétal, selon le cultivar, selon la façon dont on l'a cultivé, selon le moment de la récolte, selon la climatologie du moment, on va obtenir des soupes végétales avec des proportions relatives des différents constituants qui font que on est revenu aux phytothérapies d'antan, on est revenu aux soupes végétales. On sait maintenant purifier des molécules, essayons des molécules pures. Je vais vous parler de 2014, vous parlez de 1954. Moi, j'ai plus tendance à regarder vers l'avenir, puisque c'est ce vers quoi on veut tendre. Mais en 2014, l'Académie de médecine, à travers vos propos, professeur Constantin, était réticente à l'utilisation du Sativex en France. Vous en avez dit quelques mots. Je finis. Voilà. Vous déclariez qu'il y avait de nombreux risques de dépendance physique et psychique. Nous sommes 6 ans après, vous en avez parlé, mais qu'en pensez-vous? Mais gardez-vous les mêmes positions? Avez-vous des chiffres qui prouvent cette dépendance? Alors d'abord, ce n'est pas l'expérience française qui me permettrait d'y répondre, puisque il y a 5 ans, nous avez présenté le Sativex comme un médicament irremplaçable, incontournable. On allait même culpabiliser le monde médical d'avoir attendu autant pour faire bénéficier ces pots. En fait, excusez-moi, je ne parle que de dépendance là. Je ne parle pas de l'efficacité. Je parle de la dépendance puisque vous aviez soulevé le problème de la dépendance psychique et physique. Oui, donc, je parle pas d'efficacité. C'est un travail collectif, en termes de mais dépendance. je l'assume complètement. Et donc, d'abord, au plan pharmacologique, c'est un bidouillage, cette association qui n'avait pas validé entre le cannabidiol d'une part et le tétrahydrocannabinol. Il aurait fallu qu'il y ait en fait ces essais d'association à des concentrations diverses et variées pour choisir celle. Là, c'est tombé à peu près comme ça. Nous n'avons aucune expérimentation qui démontre que le rapport des concentrations qui est présent de cannabidiol et tétrahydrocannabinol dans le Sativex résulte effectivement d'une étude résolue, d'une étude déterminée, d'une étude sérieuse. Ça, c'est déjà quelque chose. Je vous rappelle que la conclusion de l'Académie de médecine, c'était un faux médicament, une vraie drogue. Eh bien, à ce jour, à cette heure, nous en sommes toujours au même point à partir des données dont nous disposons actuellement. Ça veut dire donc qu'il faut faire des études. Évidemment, ce n'est pas nous qu'on va faire contester l'idée de mener de telles études, mais nous disons qu'en l'état des connaissances, eh bien, le problème n'est pas mûr pour en faire un médicament. Non, en fait, ma question, elle n'était pas là-dessus. Elle était surtout de savoir si 6 ans après, comme vous aviez déclaré qu'il y avait une dépendance physique et psychique, est-ce que vous aviez des chiffres concernant cette dépendance? Mais si vous ne les avez pas, c'est pas grave. J'ai bien compris que vous me parliez de l'efficacité, de tout ce qu'il y avait eu autour. Je parlais seulement de dépendance, puisque c'est un sujet... Vous parlez de dépendance et on sait combien, quand on utilise des médicaments, ils sont à base de drogue le plus souvent. Hein, oui. Non, enfin, on pas. On peut, non, mais en tout cas, je n'accepte pas cette expression-là. En tout cas, de produits qui ont
des effets et puis, qui ont des avantages et des inconvénients. C'est la base aussi de la pharmacologie. Le et c'est rapport l'équilibre, bénéfice-risque. bénéfice-risque. Donc c'est tout l'équilibre qu'on cherche dans des médicaments. C'est évident que chaque médicament qu'on prend a des risques, mais a un bénéfice. Bon. Donc vous parlez de dépendance. Moi, c'était un sujet important que je voulais aborder, la dépendance. Et alors, si on prend du côté de la dépendance, moi j'ai une question, ça sera ma dernière question. Si on considère qu'il y a une dépendance, qu'il y a une dangerosité du cannabis, soit, comme vous le déclarez, est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en place de la même manière par rapport à la dépendance, la même manière qu'on a mis en place pour le tabac les substituts nicotiniques comme la nicorette? Est-ce que vous pensez, justement pour sortir de cette dépendance, les nicorettes et les substituts sont remboursés par la sécurité sociale, est-ce que vous pensez qu'on peut envisager une forme de CBD, par exemple, qui permettrait, remboursée par la sécurité sociale, de sortir de cette dépendance? Alors d'abord, une notion qui doit être bien connue, c'est que le cannabidiol est une molécule extrêmement voisine du tétrahydrocannabinol et que des expériences ont été réalisées qui montrent qu'au pH acide gastrique, pH entre 2 et 3, eh bien, le cannabidiol se transforme en tétrahydrocannabinol. Problème tout de même. Donc, on croit donner du cannabidiol et chez le sujet, lorsque cela est pris par voie orale sans qu'il y ait un enrobage gastroprotecteur, eh bien, le cannabidiol, pour une partie significative, se transforme en tétrahydrocannabinol. Donc, les choses ne sont pas aussi tranchées que certains voudraient le faire croire. Il y a le cannabidiol, il y a le tétrahydrocannabinol, à moins qu'il ne s'agisse d'une forme fumée, mais dans les formes orales qui se développent actuellement, le cannabidiol est transformé pour partie, et semble-t-il en assez large partie, en tétrahydrocannabinol. Pardon. Je vais faire tourner un peu la parole parce que je vois Mme Firmin Lebaudot qui a demandé la parole depuis un petit bout de temps, qui voulait s'exprimer. Ensuite, M. Brotherson, Mme Victory, M. Pauget. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Donc, une question très courte. Vous dire que ça me rajeunit aujourd'hui d'être là, d'entendre le professeur Constantin parler de récepteurs dopaminergiques. N'imaginez pas le nombre de fois que j'ai entendu ce mot. J'ai une question sur les PowerPoint que vous avez présentés sur le nombre de jeunes qui ont utilisé du cannabis. Est-ce qu'il y a une corrélation ou pas, même si je crois avoir à peu près la réponse, entre le nombre d'augmentation de jeunes schizophrènes et l'utilisation du cannabis? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, quelle est la place de la France en termes de prévention ou moins d'information sur ces usages en milieu scolaire, puisque les chiffres sont quand même assez impressionnants, je trouve. Attendez, excusez-moi, on va prendre la série de questions comme ça. Les relations qui existent entre... Je vais prendre la série de questions, comme ça vous pouvez faire une réponse globale ensuite, si vous voulez bien. Monsieur Brotherson, Mme Victory. Oui, j'avais simplement une question concernant les effets épigénétiques. Je voulais savoir sur quelles études vous vous basiez pour affirmer ça. Mme Victory, attendez, professeur. Il n'y a que 4 questions, très courtes. Oui, et ma question, c'est simplement de savoir si dans la communauté scientifique, les différentes spécialités étaient représentées et s'il y avait un dialogue entre les différents spécialistes que vous êtes sur ces questions pour arriver à avoir évidemment une vue d'ensemble sur la question qui a été posée. Et M. Pauget. Oui, merci. Moi, je voulais savoir si on sent bien dans votre présentation que l'utilisation du cannabis à vocation thérapeutique, je caricature, je fais simple, n'est pas une solution. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, en l'état des études scientifiques dont vous disposez, votre avis et vos conclusions sont faites, ou c'est quelque chose qui peut évoluer si des études nouvelles ou des études approfondissaient le sujet? Et deuxième sujet, c'est par rapport à cette notion d'épigénétique aussi. Moi, ça m'interpelle. Moi, j'ai, comme pas mal de mes collègues, des proches, et notamment une personne très proche que je connais, qui approche les 80 ans, qui souffre depuis plus de 40 ans de sclérose en plaques. Il n'y a que le Sativex qui le
soigne et qu'il apaise. Donc il s'approvisionne en Espagne de manière illégale. La notion d'épigénétique, franchement, c'est plus un souci pour lui. Mais par contre, le médicament le soigne et l'apaise. Et donc, moi, j'en reviens toujours à cette notion qui est la notion fondamentale médicale, c'est le rapport gain-bénéfice. Je pense que y a des risques, tout le monde le sait, mais il y a un certain nombre de thérapies aujourd'hui qui provoquent des risques. Mais si le gain par rapport au patient à un temps donné et qu'il y a une communauté médicale qui estime que par rapport à tout un environnement, ça peut le soulager, ça peut l'apaiser, pourquoi se l'interdire? Je vous en prie. S'agissant de la schizophrénie, le lien est devenu désormais parfaitement irréfragable. 2 études séminales. La première, elle nous venait de Nouvelle-Zélande. Marie-Louise Arsenol, pédopsychiatre, constate que des gamins, parce que le cannabis circulait librement comme il le fait en France actuellement, un cannabis moins dosé que celui qui prévaut actuellement dans notre pays. Donc 1000 gamins commencent à consommer du cannabis entre 12 et 15 ans au collège. Et les entours de 4000 autres qui n'avaient pas commencé à cet âge et donnent rendez-vous à tout ce petit monde à l'âge de 18 ans pour constater que chez ceux qui n'ont jamais consommé de cannabis ni autre drogue, 1% de schizophrènes. On peut devenir schizophrène sans jamais avoir consommé de cannabis. Il y a ceux qui ont commencé à consommer entre 15 ans et 18 ans. Chez eux, 2,5% de schizophrènes. Le risque a donc été multiplié par 2,5. Et enfin, chez ces mômes qui, au collège, entre 12 et 15 ans, ont commencé à consommer du cannabis, chez eux, à 18 ans, 10% de schizophrènes. C'est terrifiant ce que je vous dis là. Autre étude. Elle nous vient cette fois-ci de Suède. Un pédopsychiatre, Sven Andreasson, est troublé dans sa pratique psychiatrique par ces jeunes gens qui lui sont amenés avec des signes délirants, hallucinatoires, cognés, et qui résistent en particulier à un traitement qui est toujours un traitement de première intention en France, le halopéridol, l'aldol. Et se dit, c'est fichu, est-ce qu'il n'y aurait pas une relation avec leur consommation de cannabis? Il obtient des autorités politiques suédoises de 1971 des moyens gigantesques, il fallait qu'il le soit, pour étudier une cohorte des 50 000 conscrits de l'année 1971 en Suède. Et donc, tous vont être vus par les psychologues. Au moindre signe de type schizophréniforme ou schizophrénique, confié à un psychiatre qui va conclure. Et on élimine alors de cette cohorte tous ceux qui avaient déjà des troubles de type schizophrénique à 18 ans, c'est-à-dire ceux de l'étude précédente, si je puis dire. Et on continue avec les autres, à qui on a demandé quelle était l'importance de leur consommation de cannabis avant la conscription. Et on va pouvoir suivre pendant 10 années l'évolution de leur santé mentale, ce qui est possible en Suède parce qu'il existe un registre des maladies mentales qui n'existe pas, je crois, dans d'autres pays à travers le monde. 10 ans donc de prise de données, et au bout de ces 10 ans, 3 ans pour mouliner tous ces résultats, et c'est dans The Lancet, une des revues majeures de notre monde médical, qui est publiée la conclusion. Le fait d'avoir fumé plus de 50 joints avant l'âge de 18 ans multiplie par 6 le risque de devenir schizophrène dans les 10 années qui suivront. Alors quand ça dérange, c'est sûrement faux, et quand ça arrange, c'est toujours vrai. Eh bien, en fait, les mesures qui auraient dû être prises ne l'ont pas été. Et donc, on a vu continuer cet usage... Pardon. Je vais répondre à la suite. Je réponds sur la suite, là. Ah ben vas-y, oui, je t'en prie. Très bien, je vais répondre sur la deuxième partie de votre question concernant la mise en place d'une information, d'une prévention milieu scolaire. Je crois qu'effectivement, on se heurte à un gros problème en France. À l'heure actuelle, il n'y a dans les programmes éducatifs rien de fléché, rien de tracé,
et c'est ce qui est à l'origine vraisemblablement de cette consommation qui nous place les champions en Europe. Et d'ailleurs, ça a été dénoncé dans le rapport européen des drogues et toxicomanies dans la version anglaise de 2017, où il est montré que la France, l'Observatoire européen a décerné un carton rouge à la France, car elle n'a pas intégré dans les programmes éducatifs d'information et de prévention dans les programmes scolaires sur le problème des drogues en général, qu'il s'agisse de drogues licites ou illicites d'ailleurs. D'où l'importance, dès l'école primaire, vous avez vu, ils commencent à consommer du cannabis en 5e. En classe de 6e, il y en a 44% qui ont expérimenté l'alcool. Donc, si vous voulez, il faut vraiment faire une information et une prévention dès l'école primaire. Voilà, donc j'essaie de répondre brièvement, Monsieur le Président. Ensuite, la dernière question, c'est les effets épigénétiques. La question suivante, je te laisse répondre. Les effets épigénétiques. Je réponds à monsieur qui disait que je connaissais quelqu'un qui, à 80 ans, était atteint de sclérose en plaques et trouvait encore de l'apaisement dans le recours. Ça ne doit pas être depuis 80 ans, ou en tout cas depuis 30 ans ou 40 ans qu'il le consomme, car une des caractéristiques des effets du tétrahydrocannabinol, c'est un phénomène de tolérance. Ou alors il est arrivé à des doses absolument considérables pour que ça fasse encore quelque chose, mais un produit tel le tétrahydrocannabinol, au long cours, voit l'efficacité baisser, diminuer et disparaître. Donc, s'il en éprouve comment dirais-je, des bénéfices, ça n'est sûrement pas depuis longtemps, ou en tout cas pas pour longtemps. Enfin, vu son âge. Par contre, pour compléter cette réponse et répondre aussi à vous, madame, je rappelle que le service médical rendu a été jugé, du Sativex a été jugé insignifiant par la NSM. Non, mais ça me paraît important de le rappeler. D'accord. L'aspect dépendance avait été évoqué avant votre arrivée, madame, sur l'importance donc du sujet qui, après avoir été expérimentateur, devient addict, devient accro au cannabis. Et il faut savoir que nous ne disposons d'aucun moyen pour permettre à quelqu'un qui est devenu addict au cannabis de pouvoir s'en séparer. Non, alors la dépendance Sativex n'a pas encore été établie, que je sache, mais on estime qu'il n'a pas d'effet psychotrope. Alors, s'il n'avait que des effets de dépendance, alors là, ça deviendrait vraiment épouvantable. Non, je ne... Les effets épigénétiques, monsieur répondre. Les effets épigénétiques, monsieur demandait... Les références. Les références. Alors, je disais, les travaux séminaux, les travaux initiaux sont ceux de l'équipe de Yasmine Heard. Alors, je vous les résume rapidement. Chez les femmes enceintes consommant du cannabis, les produits d'avortement à 200 jours de la gestation permettent de constater, en étudiant ces fœtus, une diminution des récepteurs dopaminergiques du type D2 dans le noyau accumbens. Je l'exprimais tout à l'heure en disant que ces enfants-là, s'ils étaient arrivés à terme, s'ils étaient arrivés à l'adolescence, eh bien, auraient éprouvé un mal-être, une incomplétude, une frustration telle que s'ils rencontraient la drogue, ils allaient d'emblée sentir quelque chose d'extraordinaire qui les prendra définitivement dans l'usage toxicomaniaque de ces drogues. Transposition chez l'animal. Chez la femelle rat, pendant la gestation, administration de tétrahydrocannabinol. Et de constater, là on va jusqu'au terme, chez ces ratons de quelques jours et de 60 jours et de 80 jours, une diminution de ces récepteurs D2. Et quand on donne à ces rats la latitude, en appuyant sur une pédale, de s'auto-injecter de l'héroïne, ils le font d'emblée avec un rare enthousiasme. C'est la transposition de ce qui a été constaté en médecine humaine. Autre expérimentation chez le rat. On prend des rats donc, qui sont en âge de procréer. On leur administre du tétrahydrocannabinol chez le mâle et chez la femelle. Ensuite, on arrête pendant 15 jours complètement et on les laisse alors s'adonner au simulacre, même pas au simulacre de la reproduction, on les laisse copuler tranquillement, librement. Ils vont donner naissance à des ratons.
Et donc, ces ratons présentent ces anomalies neurobiologiques et cette vulnérabilité extrême aux toxicomanies qui fait qu'ils s'auto-administreront donc à tous âges donc, les drogues qui seront mises à leur disposition. Constat humain et transposition dans les expérimentations animales. Oui, c'est toujours la même étude à laquelle vous faites référence, hein, celle de. Pardon ? C'est quelle étude à laquelle vous faites référence sur les rats? Parce qu'on a quelques études sur les rats qui ont depuis longtemps été invalidées. Je ne citerai pas lesquelles, mais voilà, tout dépend des cohortes et des effets statistiques, parce qu'on sait très bien que voilà, c'est pas oui, elles ont pas toutes les études sur les rats ne rappellent pas de bons souvenirs au niveau de la rigueur scientifique. Moreau, ou bien on ne croit pas à l'expérimentation animale et on ferme la science, ou bien on y croit et donc, après ça, on laisse à ceux qui ont produit leurs résultats de les faire avaliser dans les revues qui veulent bien accepter ces travaux, avec 2 ou 3 experts. Et les revues dont je vous parle sont des revues de haut niveau. Ce n'est pas l'Écho des savanes, ce n'est pas l'éveil du Pays de Bray. On parle de revues du type de Nature, de Science, etc. Les grandes revues, donc, de la communauté scientifique internationale. On regardera avec attention. On fera. Non, mais c'est pas la question, mais il y a des études. C'est une question que je voulais vous poser. C'est pas à vous de me poser les questions, c'est à moi de les poser. Êtes-vous en famille avec Jacques-Joseph Moreau, dit Absolument Moreau pas, de Tours? Non, absolument pas. Eh bien, Moreau de Tours a écrit en 1853 un livre extrêmement intéressant qui s'intitule « Du hashish et de l'aliénation mentale ». Je serais ravi de vous offrir ce livre, Monsieur Moreau. Je me risque à une dernière question en conclusion, au risque d'avoir également une biographie étayée de mes aïeux. Je voulais juste revenir parce que notre mission est dans une situation particulière au regard du sujet du cannabis thérapeutique, puisque la loi autorise son expérimentation actuellement. Et vous avez décrit le procédé utilisé par la NSM avec les réserves que vous aviez sur ce sujet. Moi, ce que je voudrais savoir, peut-être en mot de conclusion, pour bien comprendre votre position, si je comprends bien et si je reformule, vous êtes favorable à ce que l'on étudie la question de l'efficacité du cannabis à usage médical à partir du moment où l'expérimentation serait complète et ne serait pas, ce que vous dénoncez actuellement, une forme d'effet de communication, si je comprends bien ce que vous dites. Vous avez bien en avant le fait qu'il n'y avait pas de groupe placebo qui permettait d'avoir une comparaison efficace. Oui, vous avez été vous n'êtes pas passé forcément sur la taille du groupe de volontaires, puisque la population étudiée serait de 3000 volontaires, 3000 patients, avec, on l'a dit, des pathologies à soigner qui sont très différentes, hein, entre les symptômes rebelles d'oncologie, les douleurs neuropathiques, la sclérose en plaques, etc. Et puis avec des formes médicamenteuses très différentes, entre celles à effet immédiat type spray et puis celles à effet différé type capsule ou solution buvable. Donc est-ce que vous pensez que la difficulté de l'expérimentation, c'est réellement le fait de ne pas avoir de groupe placebo, ou plus de n'avoir une population que restreinte et des formes de traitement très divers qui vont finalement pas réussir, ne pas nous faire parvenir à une conclusion qui soit totalement les trois, étayée. Monsieur le Président. Bien sûr qu'il faut expérimenter. Ce n'est pas des chercheurs. 50 ans de pharmacologie ne feront pas quelqu'un qui déclara qu'il ne faut pas expérimenter. Oui, l'expérimentation est indispensable. 2, elle doit être menée avec la plus grande rigueur. 3, elle doit prendre en considération le rapport bénéfice-risque. Quels bénéfices en tireront les patients à qui on en donnera? Et il y en aura toujours un peu, mais au prix de quels risques on leur fait encourir, eu égard à la multitude des effets latéraux, des effets souvent adverses que l'on connaît donc à ces produits. Et enfin, on travaille sur des molécules propres, sur des molécules pures, et non pas sur des soupes végétales varies, bien fou qui s'y fie. Bien, je vous propose que nous concluions sur cette formule. Et merci pour ce point de vue qui vient perturber un peu l'unanimité politique qu'il y a eu il y a quelques semaines autour de cette question de l'expérimentation, mais qui va probablement nous permettre de mieux comprendre un certain nombre d'arguments et d'avancer dans ce débat de manière
pluraliste. Voilà. Nous, Merci beaucoup, professeur. Au titre de l'Académie de médecine, nous étions là, mais je pense qu'il serait tout aussi important que vous invitiez des représentants de l'Académie nationale de pharmacie. Car parler de médicaments en excluant les coûts des pharmaciens à cet égard me paraît quand même un manque caractérisé qui ne manquerait pas de vous être reproché. Je vous remercie de votre proposition que nous allons évidemment étudier. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les députés.